Bonjour tout le monde. Je démarre cet épisode par des images datant de la sortie de grange de la voiture, il y a bientôt 5 mois. De quoi observer le chemin parcouru jusqu'au passage du contrôle technique il y a quelques semaines. Je me retrouve alors avec une petite liste de commissions, le genre de liste un peu trop longue à mon goût. Oui, il y a même une seconde page avec la suite des défauts mineurs. Il y a déjà 10 défauts considérés comme majeurs et qu'il faudra impérativement résoudre pour la contre-visite. Lors de cette vidéo, je vais tenter de les résoudre un par un, et pourquoi pas de me débarrasser aussi de certains points en mineurs. Je commence déjà par les canalisations de frein. Il arrive assez souvent que leur état réel soit meilleur que celui observé par le contrôleur, et ça s'explique facilement. Quand la couche de protection superficielle se corrode, ça ressemble beaucoup à une scène du Titanic, au bout d'une certaine quantité de décennies sous l'eau. Et on croirait que la canalisation va exploser à la moindre pression sur les freins. Souvent, c'est heureusement plus superficiel que ça, et une petite séance de grattage et de ponçage pour retrouver l'acier brut permet de révéler leur aspect réel. J'ai de la chance, c'était effectivement plus impressionnant que réellement grave. Pour le moment, aucune urgence à les remplacer. Elles ont eu droit à 2 couches de peinture au zinc, ce qui devrait les protéger pour quelques années de plus. Et d'une. La ligne suivante indique un souci sur une durite de frein arrière droite, et effectivement, mea culpa, j'en ai monté 2 identiques de chaque côté. Or celle de droite devrait être bien moins longue, et elle a été légèrement entamée par le cardan. En attendant, je l'ai redirigée et assurée par un riselant. Voilà maintenant la version ultra courte, qui elle, n'ira frotter nulle part. Adios. Défaut suivant, que j'ai corrigé en même temps que j'ai traité les canalisations de frein. Le répartiteur de freinage qui était totalement grippé. A mon avis, un problème plus ou moins lié au fait que la voiture est beaucoup plus basse que d'origine. Est-ce que maintenant ça bouge librement, ce qui nous fait bien un défaut de moins. Alors, next. Cette voiture est équipée de l'ABS, et on ne peut pas le cacher au contrôleur vu le gros bouton portant la nomenclature au milieu du tableau de bord. Dans ce cas, elle devrait allumer le voyant correspondant au combiné d'instruments à la mise au contact. Et effectivement, je l'avais jamais vu s'allumer. Une fois le combiné déposé, je trouve un bout de faisceau orphelin qui, pour vous apitoyer davantage, s'est vu amputé de son ampoule. Intentionnel ou pas, là, suspense. Dans le cas contraire, ça expliquerait qu'il y a effectivement un défaut avec le système ABS et nous entrons dans un monde merdique. Les diagnostics sur ces vieilles versions sont souvent périlleux et coûteux. Je vais donc croiser les doigts. Je trouve déjà l'emplacement normal de ce voyant. Là, c'est assez clair avec la lumière. Donc je remplace l'ampoule et je remets le tout en place. Bien. Ça s'allume, mais est-ce que ça s'éteint après? Oh oui. Oh oui. Le bouton permettant de le désactiver fonctionne également. Tout semble en ordre. J'en ai même profité pour nettoyer la connectique du petit boîtier qui indique l'heure et permet de lancer le check control. Dans le cas où à l'inverse le voyant ne s'éteint plus, j'ai trouvé un tuto très bien fait sur YouTube. Oui, alors donc bonjour. Hein, donc une petite vidéo, un petit tutoriel là, que si vous êtes emmerdé avec le voyant qui s'allume là, le voyant qui clignote là, le voyant des refroidissements de la voiture, interne à la voiture, et bien que j'ai la solution, je vous montre tout de suite. J'y crois pas, elle s'allume encore la pute. Donc ici le diagnostic était bon. Le problème venait bien de l'ampoule qui s'allumait et qui s'éteignait. Le problème est résolu. Thibaut a beaucoup d'avenir dans le milieu, je le sens. Ce machin est totalement inutile mais ça devait faire plaisir en 1985. Allez, une ligne de moins. Après ça, on m'indique du jeu dans la direction. Et effectivement,
Des deux côtés, les rotules semblaient bien fatigués. J'essaie même pas de les remplacer seul, je sais souvent comment ça finit. J'ai donc acheté les biellettes et leurs rotules. Montage peu courant mais heureusement assez facile à remplacer et qui ne nécessite pas la dépose des soufflets. Par contre, ces rotules étaient très bien là où elles étaient. Il a fallu les persuader un moment d'aller voir ailleurs. Et je crois que j'ai été à 2 cm près de tuer la caméra à plusieurs reprises. Côté crémaillère, il faut détordre la patte qui bloque chaque vis dans sa position. Et après, la débloquer avec le peu de débattement disponible. Désolé pour la vue bouchée, mais on n'y voit rien là-dedans. Seule opération vraiment risquée, le moment de remettre la vis au travers de la biellette neuve. Pour l'avoir déjà vécu, si vous ratez le filetage de la crémaillère la première fois, vous êtes parti pour des heures de juron. Heureusement pour moi, ça s'est bien passé cette fois-ci, ce qui nous permet de barrer une ligne supplémentaire. Maintenant, truc idiot auquel on ne pense jamais, sauf quand il neige à mort et qu'on ne voit plus rien avec tout le sel sur le pare-brise, le lave-glace non fonctionnel. Pas besoin de regarder le truc bien longtemps pour comprendre qu'il a eu mal précédemment dans sa vie et qu'il est temps d'achever ses souffrances. Un généreux donateur, amateur d'Audi, m'a envoyé une pièce de remplacement qu'il semble impossible de trouver en neuf. Un bocal fraîchement nettoyé accompagné de sa pompe. Un grand merci à lui. On est bien content de m'être attaqué à un truc qui prend moins d'une demi-journée à faire. Je peux me débarrasser de cette mention qui me faisait honte. Quoique la suivante est encore pire. Le bloc clignotant anti-brouillard à l'avant-droit qui était fixé par aucune vis, juste emboîté. Sûrement suite à un remplacement. 2 vis plus tard, ça ne bouge plus. Ça aurait été bête de casser l'un ou l'autre vu le prix stratosphérique de ces machins. Voilà, on arrête avec les trucs faciles et on rentre dans le monde des profondeurs, là où personne ne m'entend crier. Là où je casse mes outils tout neufs et qu'une presse de 50 tonnes ne rend pas le truc aussi facile qu'on le voudrait. Mais il faudra bien y passer vu que l'avant du triangle arrière droit touche la caisse tellement le cil en bloc correspondant est déformé. Et quitte à le déposer, autant remplacer tous les autres. En plus, une bonne partie était dans la boîte à gants et dans le coffre à l'achat. C'est quand même un cylindre en bloc gratuit. Donc j'ai fait l'inventaire et j'ai commandé ce qui me manquait pour faire ce côté en intégralité. Et on a même eu un peu plus pour donner un coup de jeune à son pote de gauche. Pas qu'il soit plus rouge que lui, mais il est à gauche. Voilà. Pas de vraie mauvaise surprise heureusement au démontage, ça se fait plutôt bien et sans forcer à l'excès. Je m'attendais à bien pire.
J'ai dû démolir le collier en métal qui maintenait le régulateur de pression de carburant. À sa place, je pourrais installer un gros collier en plastique qui lui ne devrait pas rouiller. Le morceau que je viens de retirer porte 2 cils en bloc, dont celui qui était totalement cuit et que traverse le triangle. Il sert également à supporter la traverse arrière du pont. Pour commencer, j'ai cru naïvement que j'allais pouvoir faire quelque chose avec les tiges filetées et un étau fraîchement déballé. C'était sûrement le fait d'avoir réussi à extraire le vieux cil en bloc défoncé avec un simple tournevis. Après ça, j'ai juste réussi à casser une des tiges. Et l'étau m'a montré à quel point le cil en bloc que je tentais de monter était gros par rapport à son emplacement. J'ai donc accepté la généreuse offre des propriétaires d'un garage local d'une marque dont je n'ai pourtant jamais possédé aucun modèle. Une presse 50 tonnes et des précieux conseils de la part de l'équipe sur place qui, elle aussi, a tout tenté pour monter dans les règles le fameux cil en bloc obèse. Et pourtant, c'est le bon, identique à l'ancien. Voilà qui s'est fini par quelques coups de meule sur une des 2 lèvres en caoutchouc et beaucoup de graisse pour arriver à enquiller ce machin sans l'exploser en 4. La suite s'est heureusement bien passée. Encore merci à eux. Tout est neuf par ici, mais je suis à peu près sûr que ça ne se sentira pas vraiment à la conduite. Leur montage avec les pièces neuves s'est également déroulé sans encombre et ce des 2 côtés. Je rappelle à toute fin utile que, pour les cils en bloc des articulations, le serrage se fait en principe sur un 4 colonnes. Et si comme moi vous n'en avez pas, vous pouvez aussi lever le demi-train avec un cric. Quitte à avoir enlevé la plaque protégeant le réservoir, j'en ai aussi profité pour vidanger le différentiel arrière dont l'orifice de remplissage est habituellement inaccessible. L'occasion de tester pour vous l'outil de remplissage d'huile électrique Lidl. Autant le booster de batterie Hulkman a super bien fonctionné et alimenté le truc sans broncher, évidemment. Autant cette pompe à huile était notoirement inefficace avec toutes les viscosités autres que celles de la flotte. Autant dire que j'ai rapidement repris la seringue manuelle et rempli le truc en quelques minutes. Évidemment, le triangle côté gauche y est passé aussi. J'ai bien mérité de tracer ce trait au crayon. Voilà, ce jour particulier durant lequel on va faire voler quelques étincelles et j'espère pas provoquer d'incendie involontaire. Et donc j'ai réuni un peu le matériel dont je pense avoir besoin pour le travail d'aujourd'hui. Cette chose va être amputée de quelques centimètres carrés de tôle. Ah oui, d'ailleurs j'ai oublié un truc. Les 2 derniers points de la lisse sont les plus délicats, surtout si on veut faire quelque chose qui durera. L'aile arrière droite est bien bouffée, mais ça vous l'aviez vu. Au point que ce soit considéré comme dangereux pour les passants que je n'aurais pas réussi à faucher, mais de peu, hein. Faut frôler. Bon, la dépose de la roue, ça a été. La dépose du pare-choc et de l'attelage a été plus sportif.
Le travail d'aujourd'hui va encore faire râler le club des soudeurs professionnels qui pullulent sur YouTube. En section commentaires. Oui, je vais faire des trucs dégueulasses. Et non, vous n'allez pas me confisquer mon matériel même en considérant le niveau exécrable de mon travail. Ceux-là, je les invite 1. À prendre un calmant, ou 2. Trouver une autre occupation que celle consistant à prodiguer à distance une dose de mépris tentant vaguement de passer pour de la bienveillance. C'est évident que je suis très loin du niveau de certains, mais j'aime apprendre en me jetant dans le bain quitte à faire des erreurs, et j'invite tous ceux qui hésitent à faire pareil. Après tout, ça reste un tas de tôle. Ça fait toujours quelque chose de disquer directement dans la carrosserie. Mais c'est pour son bien. Et quand on voit ce qui se cache dessous, ça paraît évident en tout cas. Je vais être un peu avare en commentaire sur cette partie, déjà parce que je compte pas prodiguer de conseils, juste montrer ce qui m'a semblé cohérent de faire, et parce que les images sont probablement suffisamment parlantes. Voilà, j'ai dû m'arrêter là pour cette journée. Il fallait que je soude ce bout de tôle pour compléter le puzzle, mais il commence à faire sombre et froid. C'est donc le moment de protéger les zones mises à nu. Le pire, c'est quand tu protèges vachement bien, tu prépares ton support pour la peinture et tout, bien que ça accroche, bizarrement, c'est là où tu as légèrement fait un voile, où ça accroche le mieux sur un truc que tu n'as absolument pas préparé. Toujours pareil ça. Quelques jours plus tard, je reviens donc sur place au volant de ma voiture la plus inutile, la MGF. Beaucoup l'ont sans doute oublié ou n'en ont jamais entendu parler, mais ça indique juste que cette caisse ne m'a demandé aucune attention pour continuer à rouler. La réputation de l'automobile anglaise vient d'en prendre un coup là. Mon espoir de bosser sous le soleil aussi, vu le brouillard.
Allez, je reprends là où je m'étais arrêté. Pour être certain de retrouver une forme correcte, je me calque sur les arrondis tracés sur le côté opposé, auquel il ne manque aucun morceau. Je vais pouvoir recouper les tôles soudées la fois précédente. J'ai quasiment fini de refaire la partie intérieure de l'aile. Je vais maintenant m'attaquer à ce qui se verra le plus. C'est là qu'il va falloir faire attention à rester assez fidèle à l'origine pour ne pas se retrouver avec une 200 qui ne ressemble plus à rien. Déjà qu'elle ressemble pas à grand chose d'origine. Vous pourrez normalement noter un certain progrès dans la qualité des cordons. Enfin, j'espère. Comme j'attaque la complétion du puzzle à ce stade, je vais juste vous laisser profiter de mon expertise dont la 200 a pu bénéficier pendant plusieurs jours, répartis sur plusieurs semaines. Et oui, le télétravail pour ce qui est de la soudure a encore un peu de progrès à faire. Et regardez ce magnifique formage de tôle, du grand art. Ça chauffe dur, et j'arrive plus à contenir les déformations provoquées par les soudures à proximité des galbes de l'aile. Il faudra y revenir plus tard. Je repasse à la découpe pour reprendre la forme la plus proche de l'origine. C'est pas le moment de se louper. Maintenant, comme d'origine, je peux replier ce morceau de tôle à l'intérieur de l'aile. Il doit faire un 180 degrés complet. De toute façon, j'ai pas le choix. La roue passe très près. Cette journée de travail se termine par un peu de meulage et toujours par une couche de protection avant de quitter le chantier. L'aile est de nouveau complète et c'est déjà un point positif. Encore quelques jours plus tard, il reste du boulot pour affirmer que la rouille a été éradiquée. Encore un peu de meulage, et même un peu de soudure, les surprises ne manquent pas quand l'oxyde de fer s'en mêle.
Et un trou en moins. Rien à voir avec la rouille, mais quand même à faire. Le trou d'une précédente antenne qui n'a rien à faire là. Un patch, et il restera à mastiquer un peu. L'aile arrière gauche n'aura pas besoin d'une greffe, mais un bon massage exfoliant lui fera quand même du bien. Et un peu de crème anti-rides aussi. Après le passage d'un convertisseur de rouille, je poursuis avec l'application du fond de teint dans des proportions proches de celles d'un présentateur de télé américain. Évidemment après ponçage. Et protection. Pareil pour les zones du patch sous le coffre. Je vous montre maintenant les aspects avant peinture des zones finalisées. Il restera à travailler l'aile droite. Au MIG, sans gaz, comme je l'ai dit, ça chauffe très fort. Ça rayonne et on finit par déformer les tôles aux alentours qui ont tendance à se tendre. Il faudra quelques coups de tire-clou pour retrouver un galve convenable avant de passer la couche de mastic la plus fine possible. Et on y est. Tous les points soumis à contre-visite ont été corrigés. En regardant plus bas, j'ai même un peu défriché les points en mineur, par accident on va dire. L'anti-brouillard gauche reste, avec un petit éclat de cailloux et j'arrive à dormir la nuit malgré tout. L'anti-brouillard droit a été refixé en même temps que le clignotant, mon compte en banque est donc rassuré. Mais je n'ai aucune envie de toucher aux vis de réglage des anti-brouillards donc ils resteront foireux. Certains autres cils en bloc sont âgés mais font encore bien leur job. J'en ai quand même remplacé quelques-uns donc. Partiellement résolu. J'ai décapé et traité les départs de rouille sous la voiture en même temps que je me suis occupé des canalisations et de la plaque du réservoir, donc les canalisations de carburant, même traitement que pour les freins. Et on peut dire qu'elles sont vraiment propres maintenant. Bon, il reste un soufflet de cardan un peu moche, faudra que je trouve la motivation de le remplacer assez rapidement. Et les supports moteurs, aucune idée du souci. Pour le reste, on peut dire qu'on a éclusé la problématique de la corrosion. Maintenant, le challenge va être de terminer le boulot de carrosserie. L'aile arrière gauche est quasiment prête à peindre. La droite va encore demander quelques séances de kiné et autres soins du corps. Sous le coffre, on est plutôt pas mal. Mais la suite du programme, ce sera pour une prochaine fois. Bon point, j'ai de quoi m'occuper, mauvais point, les journées ne durent que 24 heures. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour me faire plaisir. Et je vous donne rendez-vous bientôt avec celle-ci ou une autre. Ciao!